Très heureux aujourd'hui de retrouver le psychologue Gilbert Richer. On a abordé un aspect très important dans les derniers podcasts, c'est-à-dire la notion de pouvoir, le pouvoir d'agir sur soi. Et d'entrée de jeu, d'abord bonjour Gilbert. Bonjour Stéphane. Nous pourrions commencer avec une petite récapitulation de tout ça. Alors, qu'est-ce que la notion de pouvoir? À la base, je dirais que le mot pouvoir vient d'un verbe en latin qui se prononce potere et qui veut dire être capable. Alors, les gens doivent se rappeler qu'il y a deux types de pouvoirs auxquels on a accès. Un qui est donné à la naissance, le pouvoir d'être, qui doit évidemment avoir suffisamment de place au niveau de l'éducation pour prendre son expansion, jusqu'à une certaine limite. Et au fur et à mesure de la croissance, de la maturation, de l'accession à l'autonomie, on doit mettre en place une administration saine du pouvoir d'agir sur soi. Mais pour pouvoir agir sur soi, il y a des conditions de base qui doivent être mises en place tout d'abord. Je ne peux agir sur moi si je ne suis pas dans une perception consciente avec moi. Agir sur moi, je dois d'abord être conscient de qui je suis. Être conscient de qui je suis, ça s'appelle la conscience de soi. Et le pouvoir d'agir sur moi signifie que je porte un jugement sur moi. Alors, lorsque je perçois, par exemple, une déficience comportementale chez moi, que ça vienne de ma propre perception ou que ce soit à l'aide d'une remarque ou d'une observation qu'on me fait, j'ai la capacité, j'ai le pouvoir de modifier cette déficience-là pour m'en débarrasser, parce que je reconnais que la présence de cette déficience-là porte atteinte à la sensation que j'éprouve à la vue de qui je suis. Alors, le pouvoir d'agir sur soi s'inscrit toujours dans une rencontre entre l'image que j'ai de moi et ce que j'éprouve à la vue de qui je suis. Alors, ce qui veut dire que parfois, ça va créer des remous, puisque ce que j'entends ne correspond pas à ce que je ressens à l'intérieur de moi. Et si je prends le pouvoir d'agir sur moi, je vais l'exprimer. Je vais réagir. Je peux réagir comme je peux ne pas m'en occuper, comme je peux travailler à demeurer qui je suis, par exemple, par entêtement. Ce n'est pas ce dont je suis conscient qui induit le mouvement de changement. C'est ce que j'éprouve à la vue de ce dont je suis conscient. Donc, je dois éprouver éventuellement un malaise à la vue de qui je suis. Et pour éliminer ce malaise-là, je vais agir de façon à me débarrasser de cette caractéristique-là qui nuit à la perception que j'ai de moi. Donc, c'est ce que j'éprouve à la vue de qui je suis qui enclenche le changement, qui met en place le pouvoir d'agir sur moi. Mais ça implique, encore une fois, la notion de conscience. Pourquoi est-ce que la conscience existe? C'est parce qu'on est dans une relation avec soi, on est dans un rapport avec soi, on est dans une perception qu'on a de soi. Parce que la vie, c'est un face-à-face avec soi. Mais pour ça, ça prend un degré de conscience. Il y a donc qui je suis et la conscience de qui je suis. Mm-hmm. Et dans ce rapport-là, il y a des sensations que j'éprouve. Et à l'intérieur de ces sensations-là, je peux vivre de la satisfaction à la vue de qui je suis, ou de l'insatisfaction, voire de la déception, de la tristesse à la vue de qui je suis. Et c'est là que s'enclenche le pouvoir d'agir sur moi. Ça se fait dans un face-à-face avec soi. Le dépendant affectif n'agit pas comme ça. Ce que le dépendant affectif va faire, c'est que les changements qu'il va faire en dedans de lui, qu'il va provoquer en dedans de lui, sont directement en fonction des attentes qu'il a des autres ou de la perception que les autres ont de lui, de l'importance qu'il accorde à la perception des autres. Alors, le dépendant affectif va faire certains changements dans lui, mais ça se fait dans un face-à-face avec les autres. Celui qui est en voie de développer son identité va développer le pouvoir d'agir sur soi, mais dans un face-à-face avec lui-même, ce qu'est la vie.
que quand je vais arriver au terme de ma vie, c'est moi qui va faire mon bilan de vie, c'est personne d'autre. Donc, la réalité de la conscience et la réalité de la mort sont deux preuves qui confirment que la vie, c'est un face-à-face avec soi. Pouvez-vous nous donner un exemple concret, une situation bien imagée de quelqu'un, par exemple, qui est dépendant affectif, donc la réaction du dépendant affectif dans une situation X? Oui, c'est très simple. Si on revient sur le thème des peurs, le dépendant affectif est une personne qui éprouve une perturbation dans la relation qu'il a avec lui-même. C'est-à-dire quelqu'un qui présente une déficience dans la capacité de gérer adéquatement ce qu'il ressent. La dépendance affective est basée sur des peurs qui sont acquises. On a des peurs innées et on a des peurs que l'on acquiert dans notre parcours de vie. Par exemple, comme peur acquise, le rejet, le jugement, l'abandon, la culpabilité, la honte, etc. Alors, prenons l'exemple du rejet. Si mon développement s'est inspiré, s'est imprégné du rejet, dans l'enfance, j'ai dû développer des mécanismes pour m'adapter à cet état-là, dans le sens suivant, j'ai dû trouver des façons d'agir, des moyens pour me préserver d'éprouver le rejet. Donc, j'ai commencé dans l'enfance à chercher à être aimé à tout prix. Être aimé à tout prix est incompatible avec le fait de dire non. Donc, je dis toujours oui, parce que je ne dois pas déplaire. Si je déplais, j'éprouve du rejet. Et je me rends compte, dans mon cheminement à l'âge adulte, que je suis quelqu'un qui fait toujours abuser de lui. C'est normal, parce que je dis oui à tout le monde. Et à un moment donné, je prends une chance, je dis non à quelqu'un. Et la personne réagit très mal. Alors, je vais changer ma décision. Le dépendant affectif va changer sa décision. Il va, par exemple, reprendre le téléphone, rappeler la personne et lui dire, bon, écoute, je t'avais dit non pour en fin de semaine, mais c'est correct, je vais y aller. Pourquoi? Pour pas éprouver de rejet. Je vais donc donner à l'autre ce qu'il attend de moi. Je suis comme dans une relation parent-enfant. L'autre est l'équivalent d'un parent, et à ce parent-là, je dois toujours offrir ce qui est attendu de moi. Alors, ma décision, le pouvoir que j'ai d'agir sur moi, est en fonction de ce que, premièrement, j'anticipe comme réaction chez l'autre, ou deuxièmement, ce que je veux voir apparaître comme réaction chez l'autre, c'est-à-dire qu'il m'aime. Ça, c'est un exemple. Alors que la personne qui a le pouvoir sur soi, qui est consciente de ce qu'elle éprouve, elle ne change pas sa décision. Elle assume totalement parce qu'elle ressent que c'est ce qu'elle doit faire. Exact. Il n'y a pas de sensation de rejet. Il peut y avoir une déception parce que ça aurait été bien que j'aille, toujours dans mon exemple, en fin de semaine aider à cette personne-là, mais les besoins que j'éprouve, par exemple, ou l'état dans lequel je me situe, fait que je me dois de dire non. Et je suis pratiquement totalement à l'aise de dire non. Je suis dans un face-à-face avec moi. Et le pouvoir d'agir sur moi est en continuité avec ce que j'éprouve en moi et non pas en continuité avec ce que l'autre risque d'éprouver. Et comment fait-on pour passer d'un à l'autre? J'imagine que ça se fait par étapes. Oui, la règle de base a été édictée par le gourou français Arnaud Desjardins, qui a dit ceci dans son livre. Attendez un petit peu, il en a tellement écrit de livres. Bon, je me souviens pas du titre. Il a dit ceci. Pour vaincre la peur, il faut être la peur. Alors, n'importe quelle peur, lorsqu'elle paralyse l'épanouissement de la personnalité, doit être affrontée. Et l'affrontement de la peur signifie que nous allons l'éprouver. Donc, toute personne qui se dit dépendante affective et qui veut finalement emprunter le sentier du développement de son identité, doit impérativement accepter d'éprouver la présence de sensations dont il a toujours fui la présence. Et
en affrontant ces sensations ou en les acceptant, je ne sais pas quelle est la bonne expression, est-ce que tranquillement, ça va se dissiper au fil du temps ou s'il y a quelque chose qu'on doit faire? Non, ça va se dissiper avec le temps par répétition. Avec la répétition de ce genre de décision-là, la personne va éprouver, et assez rapidement, ça je l'ai constaté pendant 45 ans de métier avec mes patients, ces personnes-là vont éprouver très rapidement une sensation de légèreté. La sensation d'être un enfant craintif va disparaître également rapidement à l'intérieur d'eux, et ils vont déboucher sur une sensation d'administrer leur vie émotive maintenant comme un adulte. Ce sont des sensations très nettes, très claires, qui émergent rapidement et qui accélèrent le mouvement de changement pour finalement éliminer les sensations antérieures qui étaient reliées aux peurs acquises. Est-ce que vous considérez qu'actuellement, on vit dans un monde de peur? Oui, une peur qui est assez répandue. C'est beaucoup de patients qui sont stressés, qui sont épuisés, fatigués, en burn-out, en congé de travail, vont me dire c'est pas facile, la société est exigeante, on vit de la pression, il faut performer, etc. Alors moi, ce que je dis à ces gens-là, c'est que la société, ça n'existe pas. La société, c'est un concept. Et ces gens-là se croulent sous la pression et la peur qui semble assez généralisée s'inscrit beaucoup dans les relations entre la personne et l'autorité. C'est comme si les gens étaient encore des enfants qui sont en relation avec une autorité parentale et ils éprouvent énormément de difficultés, soit à s'y opposer lorsque c'est possible, ou simplement manifester leur désaccord sur différents sujets. Donc, je pense que la peur la plus fréquente que je vois chez les gens dans la relation avec leur emploi, c'est cette crainte infantile-là dans leur relation avec l'autorité, d'où la pression qu'ils éprouvent à performer pour ne pas décevoir l'autorité ou ne pas être l'objet de leur jugement. Et qu'en est-il lorsqu'on n'affronte pas ces peurs et qu'on grandit? On observe que plus on grandit, peut-être que davantage ces peurs prennent de la place dans notre vie et éventuellement peuvent-elles nous paralyser? Absolument. Il y a une paralysie chez certaines personnes, chez beaucoup de personnes, où ces gens-là sont en stagnation. La personnalité ne connaît pas d'épanouissement et ce sont des gens qui auront passé leur vie soumis à un pouvoir autre que le leur. Ils n'auront eu d'adulte que leur corps, leurs compétences physiques, intellectuelles, leur corps, leurs compétences professionnelles, alors que pendant ce temps-là, ils auront géré, administré leur vie émotive comme un enfant craintif. Alors, ils auront passé leur vie à appartenir aux autres, en affectant leur pouvoir d'être. Alors, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux gens qui nous écoutent pour évaluer où ils en sont? Donc, la conscience, prendre conscience? Prendre conscience signifie d'abord et avant tout ressentir. Une des premières finalités, une des premières fonctions de la conscience, c'est d'être à distance de soi. C'est pour ça que ça s'appelle conscience de soi. Mais la conscience, c'est la relation que l'on entretient avec même des sensations. Alors, la première chose qu'on doit faire, c'est de commencer à identifier les sensations qui nous habitent. Pour ça, il faut arrêter. Il faut se retrouver seul avec soi pour apprivoiser le fait de ressentir. Et lentement, cette étape-là doit permettre de parvenir à identifier est-ce qu'il y a une paralysie de mon pouvoir d'être? Est-ce qu'il y a une paralysie dans le sens où je m'en
m'empêche de dire parfois non quand ça fait pas mon affaire. Et qu'est-ce que je cherche à éviter lorsque je n'ose pas être? Est-ce que c'est le rejet, le jugement, le ridicule, la culpabilité? Et à partir du moment où j'établis ce canevas, je deviens en mesure d'identifier la nature des peurs qui m'administrent. C'est comme si je suis dans une camisole de force et ce sont ces peurs-là qui m'administrent. Et par la suite, je dois passer à l'affrontement de ces peurs-là et je vais les éprouver pendant un bout de temps. Mais ces peurs-là vont s'atténuer lentement. Et ceci développe, j'imagine, une estime de soi, une fierté et en même temps, comme vous le mentionniez plus tôt, une légèreté. Sensation de légèreté, sensation d'être adulte et maintenant, une plus grande correspondance entre l'image que j'ai de moi, la perception que j'ai de moi d'une part et d'autre part, ce que j'éprouve à la vue de qui je suis. Alors, j'évolue de plus en plus vers la culture et la solidification d'une harmonie entre l'image et l'estime de soi, ce qui est la base de l'accession à l'identité. Gilbert Richer, encore une fois, ce fut vraiment fascinant et bien vulgarisé, clair dans l'esprit des gens qui nous écoutent. Merci beaucoup de votre participation. Merci à toi, Stéphane, et à bientôt. Au revoir.